Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va étudier le cas Kwame Nkrumah, donc ancien président du Ghana, qui a participé justement à l'indépendance, qui a vraiment fortement participé à l'indépendance du Ghana, et qui devint par la suite président justement du Ghana. Voilà, on va étudier son cas tout de suite. Donc Kwame Nkrumah est une des personnes les plus importantes de l'histoire moderne du Ghana. Premier ministre pendant des années, de 1957 à 1960, puis président de la République de 1960 à 1966. Il est né le 21 septembre 1909 à Nkroful, au Ghana, et mourra le 27 avril 1972. Kwame était un homme politique indépendantiste et panafricaniste. L'indépendantisme, ou séparatisme, est une attitude ou une doctrine politique qui consiste pour un peuple à revendiquer son indépendance relativement à un État plus grand dont il dépend. Donc l'indépendance est à la possibilité pour un pays d'avoir son propre gouvernement et de se diriger lui-même. L'indépendantisme se développe surtout dans les territoires justement colonisés ou considérés comme tels. Le panafricanisme, c'est un mouvement personnellement que moi je respecte, que je trouve respectable et que je trouve justement sensé et extrêmement logique, qui cherche tout simplement à unifier culturellement et politiquement les peuples, et là notamment les peuples africains. Donc pour rappel, le Ghana a été colonisé par les Britanniques et était appelé par l'éloquent nom de Côte de l'Or. Cette colonie est créée en 1821, lorsque le gouvernement confisqua les terrains bordant les côtes de la Côte de l'Or. La Côte de l'Or avait été nommée ainsi depuis longtemps par les Européens, en raison des quantités importantes d'or trouvées dans cette région. Les colonisateurs disaient qu'ils étaient venus coloniser pour développer les pays. Nous sommes en 2020, et à part être pillés, torturés et tués, l'Afrique n'a rien gagné. D'ailleurs, le nom donné au Ghana à l'époque, que je rappelle, Côte de l'Or, nous montre bien les intentions des colonisateurs. Nkrumah fit ses études aux États-Unis, qui l'influença vraiment beaucoup dans le panafricanisme avec Marcus Garvey, qui est personne d'autre que l'un des précurseurs du panafricanisme. Et il est aussi passé par l'Angleterre sans en oublier ses racines et son combat qui était justement au Ghana. Donc Kwame s'organisa très vite pour le soulèvement de son peuple et il commença en 1945 par participer au 5e grand congrès panafricain à Manchester, en Angleterre. Ce congrès sera considéré comme le plus grand et plus important jamais réalisé depuis 1900 et marquera le début du panafricanisme militant. Il rentrera au Ghana en 1947 et devient secrétaire général du parti indépendantiste. Il écrira un livre nommé I Speak of Freedom, où il écrira notamment « Divisés, nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir une des plus grandes forces pour le bien dans le monde. » Cela montre bien à quel point il avait de l'ambition pour l'Afrique. Il quittera par la suite son parti politique pour créer le sien, nommé le CPP, et incitera le peuple à se soulever et à boycotter des produits par exemple britanniques survendus aux Ghanéens. Il sera pour cela arrêté et emprisonné par les autorités britanniques en 1951. Il ne fera pas long feu en prison, car il y aura des élections générales organisées par les Anglais, et le parti de Nkrumah sera justement vainqueur. Suite à la pression populaire des Ghanéens, il sera dans la foulée libéré et acclamé par des milliers de personnes à sa sortie de prison. Étant désormais Premier ministre de la Côte de l'Or, il sera ainsi en relation dans les échanges avec les Britanniques. Son génie ne tardera pas à se montrer, puisqu'il développera le commerce du cacao et investira de grandes sommes dans les infrastructures du pays. L'éducation et la santé, ce qui boostera son pays et surtout son influence au Ghana. En 1956, de nouvelles élections valideront la victoire écrasante du CPP, qui remportera 3/4 des sièges. Fort de ce succès, Nkrumah ne se reposera pas sur ses lauriers et mettra le Royaume-Uni dos au mur et les incitera à proclamer l'indépendance le 6 mars 1957 de la Côte de l'Or qui deviendra enfin le Ghana, qui deviendra également une république le 1er juillet 1960. Pour info, c'est le deuxième pays à obtenir son indépendance après le Soudan en 1956. Très belles années de réussite pour Kwame qui se mariera à la fin de l'année 1957 avec l'égyptienne Fatia Rizk. Donc pour la petite anecdote, Kwame ne parlait pas arabe et Fatia ne parlait pas la langue parlée au Ghana. Il participera ensuite aux premières conférences des États indépendants d'Afrique et participera avec d'autres militants et chefs d'État africains à l'élaboration d'un projet d'États-Unis d'Afrique, qui d'ailleurs est toujours freiné de nos jours par l'Occident s'opposant à l'évolution de l'Afrique. Crimes, tromperies, corruption et manipulation sont les armes permettant de maintenir l'Afrique aussi bas que possible pour continuer à piller et contrôler en toute tranquillité le continent en l'empêchant par la même occasion de devenir une des plus grandes forces du monde. Kwame Nkrumah prônera fortement pour revendiquer l'indépendance immédiate de l'Afrique. Et en 1958, il s'engagera avec certains de ses homologues africains à une politique africaine commune,
Durant cette année, il joindra d'ailleurs les Mohosaques puisqu'il sera le premier à soutenir la Guinée indépendante de Ahmed Sékou Touré, sur qui nous allons également essayer de faire une petite vidéo. Afin d'aider la Guinée, il leur accordera un prêt de 10 millions de livres sterling provenant directement des caisses de l'État, afin d'aider les mouvements de liberté et le lancement du pays dans le développement, et ainsi lui accorder un minimum d'indépendance financière. Donc là, c'était vraiment pour aider la Guinée à prendre une indépendance financière, mais aussi une indépendance tout court en fait. D'ailleurs, les deux pays formeront le 1er mai 1959 une union dans le but de lancer concrètement leur projet d'Afrique forte et indépendante. L'union, plus symbolique qu'autre chose, sera rejointe par le Mali le 24 décembre 1960. Ce prêt de 10 millions de livres sterling entraînera le pays dans un manque d'argent et sera ainsi obligé de rationner certains aliments comme le lait par exemple, afin d'éviter tout gaspillage. Le pays engagera tout de même un développement important en termes d'infrastructures et de routes, mais cela représentera des paiements tellement conséquents et importants que les finances du pays seront directement encore une fois impactées et les salaires des travailleurs ne cesseront de diminuer, tout comme le chômage qui lui explosera. De plus, une légère mais continuelle inflation qui atteindra à son pic jusqu'à 48% d'augmentation du coût de la vie entre 1963 et 1966 amènera le pays à un échec économique. Cette crise économique deviendra par la suite une crise politique, la population ayant désigné Kwame Nkrumah comme responsable de cette situation, lui qui avait pourtant tant apporté à l'Afrique et à son pays. Ses ambitions étaient tellement fortes et bonnes qu'il voulut faire trop bien, mais ruina en quelque sorte son pays. Il était également sans doute mal conseillé par ses économistes. L'indépendance et le panafricanisme a des coûts et des sacrifices à faire, et ça il faut le savoir. Ce n'est pas un chemin vers la facilité, mais c'est un chemin nécessaire et c'est une chose que parfois le peuple peut oublier ne voyant pas tous les tenants et aboutissants. Afin de lutter contre ce soulèvement, Kwame emprisonnera sans procès plusieurs leaders de l'opposition et créera un parti unique, qui avait pour but d'éviter toute division dans le pays et ainsi d'augmenter la force du pays. Le président ghanéen ne cessera de penser que la division du pays causerait la perte du peuple et de leur indépendance. Ce sera mal perçu puisqu'il sera qualifié de dictateur et le climat négatif s'intensifiera puisque Nkrumah échappera en 1962 et 1964 à 2 tentatives d'assassinat qui le rendront logiquement très méfiant et paranoïaque. La première tentative d'assassinat viendra d'un policier qui essaya de tirer sur le président ghanéen. Et la deuxième, plus gore et inhumaine franchement, qui est très triste, venant d'une fille sacrifiant sa vie sans doute, sans le savoir, en portant un bouquet de fleurs à Kwame Nkrumah. Sauf que dans ce bouquet de fleurs, il y avait une grenade qui était cachée. Et le bouquet, il l'explosa en fait. Il l'explosa, il blessa le président, sauf qu'il tua sur le coup la fille. Et du coup, la fille décéda sur le coup. Et le président sera juste blessé. Dans la crainte d'être renversé par un pion de l'Occident, ne voulant pas le bien du Ghana, Kwame se proclamera même en 1963 président à vie, ce qui continuera à créer un fossé avec son peuple. A noter que tous les présidents doivent faire des choix difficiles, et ceux qui dérangent sont souvent mis dans la case des dictateurs. Et quand je dis ceux qui dérangent l'Occident et leurs projets. Là, actuellement, il y a eu vraiment beaucoup de présidents qui ont été exécutés, qui ont été appelés dictateurs par exemple, juste pour pas négocier avec eux, juste pour pas pouvoir parler avec eux et pour justement orienter l'opinion publique sur ce cas-là. Et vraiment le mettre dans une case en fait, tout simplement. Isolé à l'intérieur de son pays, il est aussi de plus en plus en dehors du Ghana. Ses penchants politiques lui valent de se mettre à dos les pays occidentaux, mais également certains dirigeants africains qui le soupçonnent, dans ses projets de panafricanisme, de vouloir propager le communisme en Afrique. Soupçons sans doute poussés par l'Occident, à qui profitent les conflits en Afrique. D'ailleurs, les Américains et la CIA, déjà à l'époque, entre autres, n'aimaient pas Nkrumah à cause de son fort engagement pour une Afrique libre, mais aussi à cause de ses aides apportées aux pays africains les incitant à prendre leur indépendance. Le 21 février 1966, il alla au Vietnam, une mission de paix alors que rien ne va au Ghana. Le 24 février 1966, 3 jours plus tard, alors qu'il est toujours en voyage, Nkrumah est renversé sans aucune résistance par un coup d'état militaire. Il se réfugie alors en Guinée chez son ami Sékou Touré, qui lui propose vainement la coprésidence du pays. Il fonde alors dans son pays d'exil une maison d'édition qui publie ses théories révolutionnaires et ses livres sur l'unité africaine. Le 27 avril 1972, il décède dans un hôpital de Bucarest de la suite d'un cancer de l'estomac. Il aura en tout déjoué au moins 5 tentatives d'assassinat. Une musique sera même inventée par des partisans de Nkrumah,
qui disait que il meurt jamais en fait. Il meurt jamais et quelles que soient les tentatives d'assassinat, il meurt jamais. Cependant, certaines voix s'élevèrent au Ghana affirmant qu'il fut empoisonné. Et c'est une théorie que je trouve sensée. Pour vous faire une idée de ses idées politiques, voici quelques citations pour finir de Kwame Nkrumah. Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. J'ai la certitude que la mort ne peut éteindre la flamme que j'ai allumée au Ghana et en Afrique. Longtemps après ma mort, elle continuera de brûler et d'être portée haut, éclairant et guidant tous les peuples. Il y a un nouvel Africain dans le monde. Ce nouvel Africain est prêt à mener ses propres luttes et montrer qu'après tout, l'homme noir est capable de gérer ses propres affaires. L'Afrique est un paradoxe qui illustre et met en évidence le néocolonialisme. Sa terre est riche, mais ses ressources superficielles et souterraines continuent à enrichir non pas les Africains principaux, mais les groupes et les individus qui œuvrent à l'appauvrissement de la population africaine. Toutes les personnes d'ascendance africaine, qu'ils vivent en Amérique du Nord ou du Sud, dans la Caraïbe ou dans n'importe quel autre pays du monde, sont des Africains et appartiennent à la nation africaine. Aujourd'hui encore, au Ghana, ils accueillent des Noirs américains et leur donnent la nationalité afin de les aider. La flamme de Kwame Nkrumah reste, comme il l'a dit, allumée longtemps après sa mort. Et pour finir, n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de futur pour un peuple qui délaisse son passé.